Je n'aurais jamais imaginé le jour où je verrais mon grand-père milliardaire, Guillaume Dubois, l'homme dont le nom a bâti la moitié de cette ville, assis au milieu des rires de notre famille, dépouillé de sa fierté. Ses cheveux argentés, autrefois son symbole silencieux de sagesse, avaient disparu, rasés de près. Des marques rouges parsemaient son crâne comme des cicatrices de trahison. Les invités gloussaient maladroitement, mais mes parents riaient plus fort que tous les autres. « Ce n'est qu'une blague, papa. »« Ne sois pas si sérieux, » dit ma mère entre deux gorgées de champagne. Mon père souriait, savourant l'attention. Mais lorsque la main tremblante de grand-père se leva pour ajuster sa casquette, ses yeux brillèrent, non de colère, mais d'humiliation. Je sentis quelque chose se briser en moi. Je m'appelle Émilie Dubois. Et cette nuit-là, les rires de ma famille devinrent le son de quelque chose qui se rompait. La confiance, l'amour, peut-être même notre nom. Ils pensaient que c'était un amusement sans conséquence. Ils n'avaient aucune idée de ce que je révélerais peu de temps après. Le domaine Dubois scintillait sous les lustres dorés cette nuit-là, chaque recoin poli à la perfection. Ma mère, Lydie, avait passé des semaines à planifier la fête du 50e anniversaire de mon père. Nap en soi, un groupe de jazz en direct et une liste d'invités remplie de partenaires commerciaux désireux de plaire. Ce n'était pas seulement une célébration. C'était une performance, une démonstration de succès. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, quelque chose clochait. Mon père, Richard Dubois, n'était que sourire, serrant des mains, levant des verres, tandis que ma mère flottait dans sa robe à sequins, s'assurant que tout le monde la voyait comme la reine du groupe Dubois. Et puis, juste au moment où la musique s'adoucit et que les gens se tournèrent vers le grand escalier, il apparut. Grand-père Guillaume. Il descendit lentement les marches, sa canne tapant contre le marbre, son costume sur mesure impeccable comme toujours. Mais ce n'était pas ses vêtements qui firent taire tout le monde. C'était sa tête, complètement chauve. Son crâne était fraîchement rasé, parsemé de légères coupures rouges. Au début, les gens pensèrent que c'était une sorte de déclaration. Peut-être un geste de charité. Peut-être la maladie. Mais avant que quiconque puisse parler, ma mère éclata de rire, un rire fort, strident, comme un verre se fissurant dans le silence. « Oh mon Dieu, papa, tu l'as vraiment fait » dit-elle en serrant sa flûte de champagne. « Je t'avais dit que ça te rajeunirait. » Des rires suivirent, hésitant d'abord, puis plus fort alors que mon père se joignait à eux. « C'est la nouvelle tendance » ajouta-t-il en tapotant l'épaule de grand-père. « Les milliardaires du monde entier le font. » Grand-père sourit faiblement, mais ne dit rien. Ses yeux balayèrent la pièce, cherchant quelque chose. Peut-être un soupçon de décence, peut-être une échappatoire. Je restai figé près de la table du buffet, l'estomac noué. L'homme qui commandait autrefois des conseils d'administration, qui se comportait avec une dignité tranquille, paraissait maintenant petit et exposé sous les lumières de la fête. Je me précipitai vers lui, lui prenant doucement le bras. « Grand-père, asseyons-nous. Tu n'as pas l'air bien. » Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de maman fusa dans l'air. « Émilie, arrête d'être si dramatique. Ce ne sont que des cheveux, pas un enterrement. » Les invités rirent de nouveau, ne sachant pas de quel côté se ranger. La main de grand-père se resserra sur sa canne. « Tout va bien, ma chère, dit-il doucement, sa voix ferme mais lointaine. Ta mère a raison. Je suis juste fatigué. » Je le conduisis quand même jusqu'à une chaise dans un coin, loin des rires. Je remarquai une petite entaille près de son oreille, comme si quelqu'un l'avait fait à la hâte, sans soin. Il garda les yeux fixés sur le sol pendant que le reste de la famille dansait, trinquait et continuait comme si de rien n'était. De temps en temps, mes parents jetaient un coup d'œil et souriaient d'un air suffisant, fiers de leur petite blague. Mais derrière le faible sourire de grand-père, je vis quelque chose de plus profond. Le chagrin silencieux d'un homme réalisant que la famille qu'il avait bâtie ne le respectait plus. Quand la nuit se termina enfin, le sol était jonché de confettis et de verres à moitié vides. Je proposai de le raccompagner, mais il secoua la tête. « Pas la peine, Émilie, » dit-il tranquillement en boutonnant son manteau. « J'ai appris ce que je devais apprendre ce soir. » Il partit sans dire au revoir à personne. Mes parents ne le remarquèrent même pas. Alors que je le regardais disparaître dans la nuit froide, quelque chose brûla en moi, une promesse se formant dans le silence. Ils appelaient ça une blague, mais je savais que c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres de la cuisine,
scintillant sur les rangées de verres à vin vidés et de gâteaux à moitié mangés. Mes parents étaient déjà assis au comptoir, maman faisant défiler son téléphone, papa sirotant une tasse de café noir. Leur rire de la nuit précédente semblait encore flotter dans l'air, épais et amer. « Bonjour, ma chérie », dit maman sans lever les yeux. « Tu étais un peu tendue hier soir, n'est-ce pas ?» Tout le monde l'a remarqué. « Tendue », répétai-je, ma voix plus sèche que je ne l'avais prévu. « Vous avez rasé la tête de grand-père et l'avez humilié devant tout le monde. » Maman cligna des yeux, puis rit. « Oh, Émilie, ne sois pas si sensible. C'était juste une farce. » Il a même souri. « Il a souri parce qu'il avait honte », répliquai-je sèchement. « Vous rendez-vous compte de ce à quoi ça ressemblait ? Les gens pensaient qu'il était malade. » Papa plia le journal. « Tu exagères. Ton grand-père est plus résistant que tu ne le penses. Il a connu pire. » Je les fixais tous les deux. Deux personnes qui avaient bâti leur vie entière autour de son argent, prétendant maintenant que la cruauté de la nuit était une blague inoffensive. L'hypocrisie me retourna l'estomac. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman m'appela. « Oh, et ne parle de ce drame à personne, d'accord ? Nous avons une image à protéger. » Ce mot, « image », résonna dans ma tête alors que je traversais la ville en voiture pour me rendre au manoir de grand-père. Quand le majordome ouvrit la porte, l'odeur de bois de cèdre et de vieux livres m'enveloppa comme un souvenir. Grand-père était assis sur la véranda, vêtu d'un pull gris doux et d'une casquette plate qui cachait son crâne chauve. Il paraissait plus petit, plus âgé, mais ses yeux étaient toujours vifs. « Émilie » me salua-t-il avec un faible sourire. « Tu es venue tôt. »« Il le fallait » dis-je en m'asseyant à côté de lui. « Grand-père, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ? Pourquoi les as-tu laissés te faire ça ?» Il prit une longue gorgée de thé avant de répondre. « Parce que parfois, ma chère, le silence en révèle plus que les mots ne le pourront jamais. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il se tourna vers moi, son regard constant. « J'ai passé ma vie à bâtir cette famille, l'entreprise, la richesse, l'héritage. Mais dernièrement, je me suis demandé si je ne l'avais pas bâti sur la cupidité au lieu de l'amour. » Il regarda vers le jardin. La nuit dernière a confirmé certaines choses. Ma gorge se serra. « Tu veux dire maman et papa ?» Il sourit tristement. « Je suis vieux, Émilie, pas aveugle. Il me voit comme un portefeuille qui respire encore. Mais toi, tu me vois encore comme une personne. C'est rare. » Je voulus parler, défendre mes parents, mais les mots restèrent coincés dans ma poitrine car, au fond, je savais qu'il avait raison. Après un long silence, grand-père se leva, posant doucement sa main sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Laisse-les rire. La vie a une façon de renvoyer chaque acte à son auteur. » Je ne compris pas entièrement ce qu'il voulait dire alors, mais quelque chose dans son ton fit battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas de l'amertume. C'était de la certitude. Avant que je ne parte, il me tendit une petite enveloppe scellée à la cire et marquée de ses initiales. « Garde ceci en sécurité, dit-il. Ouvre-la seulement quand le moment te semblera venu. » En rentrant chez moi, je la regardai posée sur le siège à côté de moi. Pour la première fois, je sentis qu'il ne s'agissait pas seulement d'embarras ou de fierté. Quelque chose de bien plus grand se déroulait, et mes parents n'avaient aucune idée qu'ils venaient de déclencher une guerre qu'ils ne pourraient pas gagner. Dans les semaines qui suivirent, l'attitude de mes parents envers grand-père changea du jour au lendemain. Soudain, ils lui rendaient visite tous les 2 jours, armés de tartes fraîchement cuites, de vin cher et de sourires faux. Maman recommença à l'appeler « papa » au lieu de Guillaume, sa voix dégoulinant d'une douceur factice. Un soir, je les entendis chuchoter dans le salon, leur voix basse mais assez tranchante pour percer le silence. « Nous devons arranger ça », siffla maman. « Il est froid depuis cette stupide fête. S'il change le testament maintenant, nous sommes fichus. »« Détends-toi », marmonna papa. « Il boude, c'est tout. Une fois qu'il réalisera qu'il a besoin de nous, il reviendra à la raison. » Je restai figé derrière le mur, le cœur battant. « Il n'a pas besoin de vous », voulais-je crier. « C'est vous qui avez besoin de lui. » Quand ils me remarquèrent, le sourire de maman vacilla. « Tu écoutes aux portes maintenant, dit-elle légèrement. Tu passes trop de temps avec ton grand-père, Émilie. Ne le laisse pas te monter la tête avec ses bêtises. » Mais son ton la trahissait,
un tremblement de peur sous l'arrogance. Ce week-end-là, je retournais voir grand-père. Son manoir était calme, presque trop calme. Il m'accueillait avec un sourire serein. Pourtant, je pouvais voir quelque chose s'agiter derrière ses yeux, pas de la tristesse, mais une intention. Il me servit du thé et dit, « Tes parents sont beaucoup venus ces derniers temps. » J'hésitais. « Ils s'inquiètent pour toi. » Il gloussa doucement. « S'inquiètent pour moi, ou s'inquiètent de perdre ce qu'ils croient leur appartenir. » Je baissai les yeux. Je ne pouvais plus rien dire pour les défendre. Il se pencha en avant, sa voix maintenant plus douce. « Émilie, te souviens-tu de ce que je t'ai appris sur la valeur? » « Oui, » répondis-je doucement. « Que l'argent ne révèle pas le caractère, il l'expose. » Il sourit faiblement. « Bien. Continue de t'en souvenir. » Puis il me tendit une autre enveloppe, plus petite, plus récente, et la plaça soigneusement dans ma paume. « Garde celle-ci avec la première, dit-il. Tu comprendras bientôt. » J'essayai de demander ce que c'était, mais il ajouta seulement, « Patience, ma chère. La vérité prend du temps. » Plus tard cette semaine-là, mes parents organisèrent un dîner chez nous. Ils étaient de nouveau tout charme et rire, se vantant auprès de leurs amis de leur récente proximité avec grand-père. « Il commence enfin à se détendre, dit papa. Le vieil homme a même dit qu'il pourrait apporter quelques changements au domaine. » Tout le monde rit, sauf moi. Je remarquai comment les yeux de maman brillaient quand elle prononça le mot « domaine ». Après le départ des invités, je la confrontai. « Pourquoi fais-tu semblant de t'en soucier ?» Maman se tourna, son sourire s'évanouissant. « Parce que c'est ce que font les adultes, Émilie. Nous jouons le jeu. Tu penses que tes discours moraux comptent dans ce monde? Ils ne paient pas les factures. Tu l'as humilié, dis-je, la voix tremblante. Et maintenant, tu fais comme si ça n'était jamais arrivé. » Son ton devint glacial. « Ne me fais pas la morale sur le bien et le mal. Tu comprendras quand tu auras quelque chose à perdre. » Je voulus crier, mais à la place, je quittai la maison, conduisant sans but dans la nuit jusqu'à ce que je me retrouve de nouveau devant le portail de grand-père. Il était sur le porche, comme s'il m'attendait. « Ils ont déjà montré leur jeu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. J'acquiesçai, les larmes me piquant les yeux. Il ne se soucie que de l'argent. Grand-père tendit la main, tenant fermement la mienne. « Alors peut-être, dit-il tranquillement, est-il temps qu'ils apprennent ce qui arrive quand on se moque du mauvais homme. » Son ton me donna des frissons. Ce n'était pas de la colère. C'était de la résolution, le genre qui signifiait que quelque chose de grand allait se produire. 2 semaines plus tard, ma mère décida d'organiser une autre fête. Cette fois, un petit dîner de famille, pour, comme elle le disait, aplanir les choses. Mais je savais mieux. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait de contrôle. Elle voulait prouver qu'elle pouvait toujours commander l'attention et le respect de grand-père comme si rien ne s'était passé. La maison scintillait de nouveau du même charme artificiel, verre en cristal, rose blanche, serveur en cravate noire. Mon père se déplaçait dans la foule, riant trop fort de ses propres blagues, tandis que maman accueillait les invités comme une politicienne le jour des élections. Je me tenais près de l'entrée, attendant grand-père. Une partie de moi espérait qu'il ne viendrait pas, mais à l'heure exacte, sa limousine noire arriva dans l'allée. Il sortit lentement, canne à la main, vêtu d'un costume sombre et de ce même chapeau qui cachait ce qui restait de ses cheveux. Quand il entra dans la pièce, la musique baissa et tous les yeux se tournèrent vers lui. Mon père frappa dans ses mains. Tout le monde, accueillons l'homme qui a rendu cette famille possible, la légende en personne, Guillaume Dubois. Des applaudissements suivirent, hésitants et superficiels. Grand-père sourit poliment, serrant des mains pendant que les gens le félicitaient. Mais je pouvais voir la raideur dans sa posture. Il n'était pas là pour célébrer. Il était là pour affronter quelque chose. Au milieu du dîner, maman leva son verre. « Papa, dit-elle fort, je sais que nous avons eu nos petits malentendus ces derniers temps. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? La famille pardonne. » Les invités murmurèrent leur accord. La main de grand-père se resserra sur son verre. « La famille, répéta-t-il doucement, est bâtie sur le respect. » L'air devint lourd. Mon père rit pour détendre l'atmosphère. « Oh, allons, papa. Ne prends pas les choses si au sérieux. Tu as tout ce que n'importe qui pourrait désirer, la richesse, le confort, la santé.
Pas tout, interrompit grand-père. Sa voix était basse, mais elle fendit le bruit comme une lame. Un homme peut perdre sa fortune et la reconstruire, mais une fois qu'il perd sa dignité, elle est partie pour toujours. La pièce devint silencieuse. Maman força un sourire. Oh, papa, arrête d'être si dramatique. C'était une blague, pour l'amour du ciel. Tu ne peux pas passer ta vie à pleurer pour une coupe de cheveux. Il tourna son regard vers elle, calme mais brûlant. Tu n'as pas coupé mes cheveux. Tu as coupé ma confiance. Pendant un instant, même le groupe de jazz se tut. Puis mon père se pencha en arrière, dédaigneux. Allons-nous vraiment faire durer ça éternellement? Tu agis comme si nous avions commis un crime. La canne de grand-père frappa le sol avec un craquement sec. Peut-être pas un crime, dit-il. Mais vous m'avez montré exactement ce que vous feriez si je devenais faible un jour. Il se leva lentement, tous les yeux le suivant. Vous vouliez voir jusqu'où une blague pouvait aller. Maintenant, vous allez le savoir. Maman roula des yeux, feignant de rire. Oh, s'il te plaît, ne recommence pas avec tes leçons, papa. Tu aimes faire de tout un test. C'est épuisant. Grand-père ne répondit pas. Il se tourna pour partir, son expression indéchiffrable. Mais en passant à côté de moi, il murmura juste assez fort pour que je l'entende, « Émilie, quand la vérité éclatera, tiens bon. » Et puis il fut parti. Le reste de la soirée se déroula rapidement. Les invités échangèrent des regards nerveux, murmurant derrière leurs verres. Mes parents tentèrent de sauver l'ambiance, mais tout le monde pouvait le sentir, l'humiliation, l'arrogance, la tension qui bouillonnait sous leur sourire poli. Quand le dernier invité fut parti, maman jeta son verre dans l'évier, des éclats volant partout. Il perd la tête, cracha-t-elle. Il essaie de te retourner contre nous, Émilie. Je la regardai, stupéfaite. Vous n'avez pas besoin de son aide pour ça. La voix de papa tonna derrière moi. Surveille tonton, jeune fille. Mais je ne bronchais pas, vous avez tous les deux franchi une ligne que vous ne pouvez pas effacer, dis-je tranquillement. Vous avez pris la fierté d'un homme et en avez fait une blague de soirée. Le visage de papa devint rouge. Il est vieux. Il doit apprendre que tout ne tourne pas autour de lui. Maman croisa les bras. Tu te crois meilleur que nous? Tu n'es qu'une enfant qui ne comprend pas comment le monde fonctionne. Je les regardais, les gens qui m'avaient élevé, maintenant des étrangers derrière leur masque de suffisance. Non, dis-je, ma voix ferme. Je comprends parfaitement. Vous vous souciez plus de l'argent que des gens, et bientôt vous découvrirez ce que ça coûte. Je partis avant qu'il ne puisse répondre, le cœur battant. L'air de la nuit semblait électrique, comme le calme avant la tempête. Au fond de moi, je savais que les paroles de grand-père n'étaient pas seulement un avertissement. Elles étaient une promesse. Quelque chose arrivait. Quelque chose qui briserait tout ce que mes parents pensaient posséder. Une semaine plus tard, une épaisse enveloppe blanche arriva chez nous, scellée avec le sceau doré du groupe Dubois. Maman la déchira, s'attendant à une autre invitation à l'un des galas d'affaires de grand-père. Au lieu de cela, son visage perdit toute couleur en lisant l'élégante écriture cursive à l'intérieur. Vous êtes cordialement invité à une annonce privée au domaine Dubois ce vendredi. Présence obligatoire pour les membres de la famille. Papa fronça les sourcils. Obligatoire? Qu'est-ce qu'il prépare encore? Maman essaya de rire, mais sa voix se brisa. Probablement une autre leçon de morale. Le vieil homme adore ces mises en scène. Je ne dis rien, mais mon estomac se serra. Les mots de grand-père lors de la dernière fête résonnaient dans mon esprit, quand la vérité éclatera, tiens bon. Vendredi arriva avec un ciel gris et un tonnerre grondant au loin. L'atmosphère autour du manoir Dubois était différente cette fois. Plus froide, plus lourde. Seule la famille et quelques conseillers juridiques étaient présents. Une longue table en acajou s'étendait dans la salle à manger, et à sa tête était assis grand-père Guillaume, grand et posé, vêtu de son habituel costume sombre. Quand mes parents entrèrent, il les salua d'un signe de tête poli. Rien de plus. Veuillez vous asseoir, dit-il calmement. Nous avons des questions importantes à discuter. Maman essaya de garder les choses légères. Papa, tu n'avais pas besoin de nous convoquer comme ça. Tu aurais pu simplement appeler. Grand-père ne sourit pas, j'ai essayé d'appeler pendant des années, Lydie. Tu n'as simplement jamais écouté. Papa se racla la gorge. Allons droit au but.
De quoi s'agit-il? Grand-père posa un dossier sur la table. Il s'agit de ce qui appartient vraiment à cette famille et de qui a prouvé qu'il le méritait. Les yeux de maman vacillèrent. Tu ne parles pas de l'entreprise, n'est-ce pas? Il ouvrit lentement le dossier, révélant des pages tamponnées et notariées. Ces derniers mois, j'ai réexaminé ma succession, mon testament, mon héritage. Papa se pencha en avant, et grand-père les regarda droit dans les yeux, son ton calme et tranchant comme du verre. J'ai réalisé que je ne peux pas laisser des milliards à des gens qui trouvent la cruauté amusante, à ceux qui confondent l'humiliation avec l'humour et la cupidité avec l'amour. Le visage de maman devint pâle. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, continua-t-il, qu'à compter de maintenant, le groupe Dubois, mes biens immobiliers et tous les actifs associés sont transférés à Émilie Dubois. La pièce explosa. Maman se leva d'un bond de sa chaise. Quoi? Papa frappa la table de sa paume. C'est ridicule. C'est une enfant. Elle ne peut pas diriger un empire. Grand-père resta assis, imperturbable. Elle n'a pas à le diriger pour l'instant, mais elle aura les moyens de protéger ce que vous avez essayé de détruire, la dignité. Je restai figé. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Grand-père, je ne. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Émilie, ouvre l'enveloppe que je t'ai donnée. Mes mains tremblaient alors que je sortais de mon sac l'enveloppe scellée à la cire qu'il m'avait donnée des semaines auparavant. Je brisai le sceau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, des transferts légaux, des certificats d'action, et une note manuscrite, pour celle qui s'est souvenue du respect quand tous les autres l'avaient oublié. Je levai les yeux, les larmes emplissant mes yeux. Grand-père. Maman tremblait maintenant, sa voix aiguë et stridente. Tu l'as manipulé, n'est-ce pas? Tu as empoisonné son esprit contre nous. Le ton de papa devint sombre. Nous nous sommes occupés de toi quand personne d'autre ne le voulait. Tu nous dois tout. La canne de grand-père frappa le sol, le son résonnant comme le tonnerre. Ça suffit. La pièce tomba dans le silence. Sa voix, bien que tremblante, portait la force de décennies d'autorité. Je ne vous dois rien, dit-il lentement. Je vous ai donné une chance de montrer de l'amour. Au lieu de cela, vous m'avez montré de la cupidité. Vous m'avez humilié, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez traité comme une blague. Vous pensiez que mon silence signifiait la faiblesse. Il se tourna vers moi, ses yeux de nouveau doux. Mais Émilie. Elle a écouté. Elle a vu l'homme, pas l'argent. Les lèvres de maman tremblaient. Papa, s'il te plaît. Tu ne peux pas simplement nous rayer. Nous avons été stupides. D'accord, nous avons fait une erreur. Nous nous excuserons. Des excuses ne signifient rien quand elles viennent après l'héritage, dit froidement grand-père. Vous avez ri quand j'ai été dépouillé de ma dignité. Maintenant, vous apprendrez ce que c'est que d'être dépouillé de son confort. Des larmes coulaient sur les joues de maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. La voix de grand-père s'adoucit, mais il n'y avait aucune hésitation. La famille n'est pas un titre. C'est un choix. Et vous avez choisi l'argent plutôt que moi. Papa se leva, furieux. Tu ruines cette famille. La réponse de grand-père fut calme, finale. Non, Richard. Vous l'avez déjà fait. Tandis que les avocats confirmaient les aspects juridiques, le son du stylo grattant le papier emplit l'air silencieux, froid, irréversible. J'étais assise, immobile, partagée entre le chagrin et l'admiration. Quand la signature fut terminée, grand-père me tendit le document final. Tout est à ton nom maintenant, dit-il. C'est à toi de le protéger. Ma mère s'effondra sur sa chaise, sanglotant silencieusement. Mon père fixait le sol, le visage blême. Grand-père se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Maintenant, dit-il tranquillement, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais passer la soirée avec la seule personne dans cette pièce qui se souvient encore de ce qu'est l'amour. Il se tourna vers moi. Émilie, allons-y. J'acquiesçai, incapable de parler. Alors que nous sortions ensemble, j'entendis la voix de maman derrière moi, brisée, désespérée. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Mais grand-père ne se retourna pas, ils ont eu leur chance, murmura-t-il. Maintenant, c'est la tienne. Dehors, la pluie avait commencé à tomber douce, purifiante,
implacable. Grand-père leva les yeux vers le ciel gris, puis sourit faiblement. Tu vois, Émilie, dit-il, certaines tempêtes ne sont pas faites pour détruire. Elles sont faites pour tout nettoyer. Et à cet instant, je compris que ce n'était pas de la vengeance. C'était une restauration. La nuit où ils avaient rasé sa tête, ils pensaient avoir humilié un vieil homme impuissant. Mais ce soir, il leur avait montré à quoi ressemblait le vrai pouvoir, silencieux, délibéré et juste. Le lendemain matin, tous les grands journaux financiers affichaient le même titre, le milliardaire Guillaume Dubois transfère toute sa fortune à sa petite-fille. La photo en dessous montrait grand-père et moi sortant du manoir, côte à côte, lui dans son manteau noir et son chapeau, moi lui tenant le bras tandis que les flashs crépitaient autour de nous. À midi, l'histoire était devenue virale. Les experts louaient sa prise de position morale audacieuse, tandis que les chroniques mondaines spéculaient sur le scandale familial de la décennie. Pour mes parents, c'était un cauchemar. Le téléphone de maman n'arrêtait pas de sonner, avec des appels d'amis et de journalistes. Au début, elle essaya d'en rire. C'est exagéré, disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Papa réorganise juste les choses. Il arrangera ça bientôt. Mais lorsque ses cartes de crédit furent refusées dans une boutique le lendemain, la réalité la frappa. Grand-père avait déjà révoqué chaque allocation, chaque fonds, chaque connexion sur laquelle ils avaient bâti leur vie. J'appris plus tard que le manoir où ils vivaient n'était même pas à eux. Il avait toujours appartenu au trust de grand-père. En une semaine, les avocats arrivèrent avec un avis. Ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Je ne les revis pas avant qu'ils ne se présentent aux portes du domaine Dubois, ne ressemblant en rien aux autres glamours de la fête des semaines précédentes. Le costume de papa était froissé, ses cheveux en désordre. Maman portait des lunettes de soleil surdimensionnées, ses mains tremblaient. Le garde de sécurité m'appela. « Mademoiselle Dubois, vos parents sont là. » Dois-je les laisser entrer ? J'hésitais, la poitrine serrée. « Oui, dis-je finalement. » Quand ils entrèrent, la première chose que je remarquai fut leur silence. Maman ne me regarda pas. Les yeux de papa se tournèrent vers grand-père, qui était assis calmement dans son bureau, lisant le journal du matin. « Papa », la voix de maman se brisa. « Nous voulons juste parler. » Il plia soigneusement le journal avant de parler. « Maintenant, vous voulez parler. »« S'il te plaît, » dit-elle, la voix tremblante. « Nous avons fait une erreur. Nous avons été stupides, cruels. Nous ne voulions pas te faire de mal. » Les yeux de grand-père s'adoucirent légèrement, mais son ton resta ferme. « Vous vouliez rire. Vous vouliez me rabaisser. Vous ne le regrettez que maintenant que le prix est enfin tombé. » Papa fit un pas en avant. « Ne peux-tu pas, je ne sais pas, arranger ça ? Les médias nous déchirent. On ne peut même plus sortir sans que des caméras nous suivent. » Grand-père le regarda avec une incrédulité silencieuse. « Tu t'inquiètes pour les caméras ? J'ai été humilié par mes propres enfants devant notre famille et le monde entier. Mais toi, tu t'inquiètes pour l'image. » Maman éclata en sanglots. « Papa, s'il te plaît. Nous pouvons changer. Nous ferons n'importe quoi. Donne-nous juste une autre chance. » Les mots restèrent en suspens. Un instant, je pensais que grand-père pourrait céder, mais il ne le fit pas. Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Je vous en ai déjà donné une, » dit-il doucement. « Et vous l'avez transformée en moquerie. » Puis son regard se tourna vers moi. « Émilie, qu'en penses-tu ? » Mon cœur se tordit. Je les regardais, mes parents, brisés, désespérés, dépouillés de tout sauf de la culpabilité. Une seconde, je vis les échos des personnes qui me bordaient autrefois le soir. Mais ensuite, je me souvins du visage de grand-père ce soir-là à la fête, le sourire forcé, les mains tremblantes, les marques rouges sur son crâne. Je pris une profonde inspiration. « Je pense que pardonner ne veut pas dire oublier, » dis-je tranquillement. « C'est toi qui me l'as appris, grand-père. » Il hocha la tête avec approbation. « Alors n'oublions pas, » maman essuya ses larmes. « Alors c'est tout ? Tu nous coupes vraiment les vivres ? » L'expression de grand-père s'adoucit mais ne vacilla pas. « Non, je vous libère libre de construire votre propre vie sans que mon argent vous guide. Peut-être qu'alors vous comprendrez ce qui compte vraiment. » Papa serra les poings, mais sa voix se brisa. « Et Émilie ? Tu la transformes en toi froide, calculatrice. » Grand-père sourit faiblement. « Non, Richard.
Je lui apprends la différence entre la force et la cruauté. Il se détourna, les congédiant avec une finalité tranquille. Vous recevrez un dernier paiement du trust assez pour recommencer. Après ça, vous serez seul. Les épaules de maman tremblèrent alors qu'elle murmurait, nous ne méritons pas ça. Il se retourna vers elle. Tu as raison, dit-il doucement. Vous ne méritez pas ça. La richesse, le luxe. Vous méritez une chance de gagner votre propre rédemption. Ils partirent sans un mot de plus. Je restai à la fenêtre, regardant leur voiture disparaître le long de la longue allée. La tempête qui couvait depuis des semaines était enfin passée, laissant le silence dans son sillage. Pas la paix, mais la clarté. Grand-père se tourna vers moi. Les détestes-tu? J'hésitais. Non, j'ai pitié d'eux, parce qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer de racheter ce qu'ils ont jeté. Il sourit tristement. Alors tu comprends plus que la plupart des adultes ne le feront jamais. Il posa une main douce sur mon épaule. Il ne s'agissait pas d'argent, Émilie. Il s'agissait de respect, et on ne peut pas en hériter. On ne peut que le mériter. Dehors, la pluie recommença à tomber. Lente, régulière, purifiante. Pour la première fois depuis des années, grand-père semblait plus léger, presque paisible. Laisse-les se reconstruire, dit-il doucement. Peut-être qu'un jour, quand ils apprendront enfin à rire sans cruauté, ils seront dignes d'être de nouveau appelés une famille. Et alors que le tonnerre grondait au loin, je réalisais quelque chose de profond. La justice n'était pas toujours bruyante ou vengeresse. Parfois, elle était silencieuse, ferme et déchirante d'humanité. Les semaines qui suivirent cette tempête furent plus calmes que je ne les avais jamais connues. La frénésie médiatique s'estompa, les ragots s'éteignirent, et le monde passa lentement à son prochain scandale. Mais à l'intérieur du domaine du bois, quelque chose de magnifique commençait à grandir la paix. Grand-père commença à passer plus de temps dans la véranda, où la lumière du matin peignait les murs d'or. Il avait l'air en meilleure santé, plus calme, presque plus jeune. Je pris l'habitude de lui apporter son thé à cette heure précise chaque matin. Il s'asseyait avec son journal pendant que je répondais aux emails du bureau. Pour la première fois de ma vie, nos conversations n'étaient ni pressées ni interrompues par des appels téléphoniques ou des dîners. C'étaient simplement des heures. Un matin, alors qu'il regardait le lever du soleil, il dit doucement, « Tu sais, Émilie, le bruit ne me manque pas. » « Quel bruit ?» demandai-je en posant son thé à côté de lui. « Le genre qui vient des gens qui font semblant de se soucier, » dit-il avec un faible sourire. Le véritable amour ne crie pas. Il écoute. Je ne répondis pas tout de suite. Ces mots flottaient dans l'air comme une vérité que j'avais toujours connue mais jamais nommée. Après le chaos de l'héritage et le départ de mes parents, grand-père et moi avions construit un nouveau rythme. Nous cuisinions ensemble, rions devant de vieilles comédies en noir et blanc, et faisions parfois de tranquilles promenades dans le jardin. Je plantais des marguerites le long du chemin de pierre, ses fleurs préférées, me dit-il. Elles me rappellent ta grand-mère, dit-il une fois. Simple, mais impossible à ne pas remarquer. Chaque soir, il me racontait des histoires de sa jeunesse, non pas sur l'argent ou le succès, mais sur les erreurs. Les gens pensent qu'être milliardaire signifie que vous êtes intelligent, dit-il. Mais la plupart du temps, ça veut juste dire que vous avez fait plus d'erreurs et que vous aviez assez d'argent pour les réparer. Il gloussa doucement, puis se tourna vers moi. Promets-moi quelque chose, Émilie. N'importe quoi, dis-je. Quand je ne serai plus là, ne construis pas ta vie autour de la protection de ce que je t'ai donné. Construis-la autour de la raison pour laquelle je te l'ai donné. Je fronçai les sourcils. Que veux-tu dire? Il se pencha en arrière, ses yeux reflétant la douce lueur de la lampe. Parce que la gentillesse est aussi un investissement. Elle rapporte d'une manière que l'on ne peut pas mesurer. Protège ça, pas l'argent. J'acquiesçai. Mais quelque chose dans son ton, calme, presque final, me serra la gorge. Ce week-end-là, grand-père décida de visiter le siège de l'entreprise pour la première fois depuis le transfert. Juste une dernière promenade dans l'Empire, plaisanta-t-il. Mais lorsque nous entrâmes dans le bâtiment, quelque chose d'incroyable se produisit. Les employés se levèrent un par un, applaudissant doucement. Pas de presse, pas de caméra, juste un respect sincère. Une secrétaire plus âgée s'approcha de lui et dit, « Monsieur Dubois, merci de nous avoir rappelé sur quoi cette entreprise a été bâtie. » Il sourit humblement. « Elle n'a jamais été bâtie sur l'argent, répondit-il.
Elle a été bâtie sur des gens. Je n'oublierai jamais le regard dans leurs yeux. De l'admiration, pas de la peur. Ce jour-là, je compris enfin ce que grand-père avait voulu dire en disant « La dignité ne s'achète pas ». Elle se vit. Au fil des mois, notre relation se transforma en quelque chose de sacré. Il devint ma boussole, et je devins son ombre, marchant avec lui dans le jardin, et écoutant son fredonnement doux de vieux airs de jazz. Mais l'âge, inévitable et cruel, commença à montrer son poids. Ses pas devinrent plus lents, ses siestes plus longues. Un après-midi, je le trouvai assis près de la fenêtre, regardant le jardin où les marguerites avaient pleinement fleuri. Il me regarda, ses yeux doux mais distants. « Émilie, murmura-t-il. Quand je partirai, ne pleure pas trop longtemps. J'ai vécu assez pour 3 vies. Promets-moi juste que tu continueras à rire, mais jamais de la douleur de quelqu'un d'autre. » Je lui pris la main. « Je te le promets, dis-je, bien que les larmes brouillent ma vision. » Il sourit faiblement. « Bien. C'est comme ça que tu maintiendras le nom Dubois en vie, non pas dans la fortune, mais dans la gentillesse. » Cette nuit-là, alors que je le bordais, il tendit la main, serrant la mienne une dernière fois. « Tu as bien fait, Émilie, murmura-t-il. Tu as transformé l'humiliation en honneur. Ne perds jamais ça. » Je ne le perdrai pas, grand-père, chuchotai-je. Sa respiration ralentit, régulière et paisible. Je restai assise à son chevet jusqu'à ce que l'aube perce à travers les rideaux, peignant son visage du plus doux des ors. Et bien que je ne le susse pas alors, ce serait le dernier lever de soleil que nous partagerions. Le lendemain matin, le monde perdit un milliardaire. Mais moi, j'ai perdu mon héros. Lorsque le médecin confirma qu'il était décédé dans son sommeil, je ressentis une douleur creuse que je ne pouvais décrire. Pourtant, même à travers les larmes, il y avait un étrange réconfort, car il était parti exactement comme il avait vécu, tranquillement, avec grâce. Le manoir semblait différent sans lui. Mais les marguerites qu'il avait aimées se balançaient doucement dans le vent, comme si elles chuchotaient sa phrase préférée, « Certaines tempêtes ne détruisent pas, elles purifient. » Et alors que je me tenais dans ce jardin, je réalisais qu'il ne m'avait pas seulement laissé une fortune. Il m'avait laissé un héritage, une leçon selon laquelle la vraie richesse ne brille pas, elle grandit. Les funérailles eurent lieu sous un ciel gris et doux, le genre de jour où les nuages pendaient bas mais doucement, comme si les cieux eux-mêmes s'inclinaient avec respect. Le jardin du domaine Dubois, autrefois rempli de rire et d'ambition, était maintenant enveloppé de silence. Des rangées de marguerites blanches bordaient le chemin menant à la pierre tombale en marbre qui portait son nom, Guillaume Dubois, 1939 à 2025. Il a bâti des empires, mais son plus grand héritage fut l'amour. Des dizaines de personnes vinrent, d'anciens employés, de vieux amis, même des concurrents qui avaient autrefois essayé de le surpasser. Mes 2 visages se distinguaient dans la foule, mes parents. Ils ne ressemblaient en rien au couple puissant et glamour qu'ils étaient autrefois. Le costume autrefois parfait de mon père était ample, et les yeux de ma mère étaient rougis, ses mains tremblant alors qu'elle tenait un petit bouquet de roses fanées. Il ne se tenait pas à l'avant, observant simplement depuis le bord du jardin, silencieux et vide. Quand la cérémonie se termina, la plupart des gens vinrent me serrer dans leurs bras, offrant des condoléances polies. C'était un grand homme, disait-il. On se souviendra de lui. Je ne voulais pas que son souvenir soit grand, je voulais qu'il soit vrai. Après le départ de tout le monde, je restai, assise sur le banc de pierre froid à côté de sa tombe. Le vent bruissait dans les marguerites, transportant une légère odeur de pluie. Pendant un long moment, je ne dis rien. Puis, doucement, je murmurai, « Tu as réussi, grand-père. Tu as réparé ce qu'ils avaient brisé. » Une voix rompit le silence derrière moi. « Émilie. » Je me tournai. Ma mère était là, fragile, son maquillage dissimulant à peine l'épuisement gravé sur son visage. Mon père se tenait à quelques pas derrière, la mâchoire serrée. Je ne bougeais pas. Elle fit un pas hésitant en avant. Nous voulions juste dire que nous sommes désolés. J'avalai difficilement. Désolé pourquoi? Les rires? La cupidité? Les années où vous l'avez traité comme un fardeau? Ses lèvres tremblèrent. Nous avons été stupides, Émilie. Nous pensions. Nous pensions que son argent serait toujours là. Nous n'avons jamais réalisé à quel point nous paraissions petits jusqu'à ce que nous perdions tout. La voix de papa, autrefois puissante et fière, n'était plus qu'un murmure. Il avait raison sur tout.
La colère que j'avais portée pendant des mois commença à se fissurer, non pas parce que je leur pardonnais mais parce que je comprenais enfin quelque chose que grand-père avait dit un jour, le pardon n'est pas pour eux. C'est pour ta paix. Je baissai les yeux sur les marguerites. Il vous a pardonné, vous savez, dis-je tranquillement. Il ne vous faisait simplement plus confiance. Il y a une différence. Maman hocha lentement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Nous le savons, et nous passerons le reste de notre vie à essayer de regagner ce que nous avons perdu. Pour la première fois, ces paroles ne semblaient pas répétées. Elles semblaient réelles, fragiles, humaines. Je me levai, essuyant la terre de mes mains. Si vous le pensez vraiment, dis-je doucement, alors commencez par vivre comme il vous l'a enseigné, honnêtement. Pas de raccourcis, pas de mensonges, juste de la décence. Ils acquiescèrent tous les deux, sans rien dire de plus. Alors qu'ils se tournaient pour partir, je sentis un poids lourd se soulever de ma poitrine. Pas le pardon, mais une forme de conclusion. Dans les mois qui suivirent, la vie se remodela lentement. Je pris la tête du groupe Dubois, non pas comme une dirigeante froide, mais comme le genre de leader que grand-père avait toujours été, celui qui connaissait chaque concierge par son nom et écrivait encore des notes de remerciement manuscrites à ses employés. L'entreprise changea son slogan de « bâti pour le pouvoir » à « bâti avec un but ». Chaque décision que je prenais, j'imaginais grand-père à mes côtés, sa main sur mon épaule. « Fais-le avec gentillesse, Émilie », me murmurait-il en souvenir. L'argent s'efface, le caractère demeure. J'ai créé une fondation en son nom, la Fondation Héritage Dubois, pour soutenir les petites entreprises familiales, le genre de personnes qui, selon lui, méritaient toujours une chance de se battre. C'était ma façon de continuer ce qu'il avait commencé, non pas avec des milliards, mais avec la conviction. Les médias ont appelé cela une histoire de rédemption. Les investisseurs ont appelé cela un rebranding audacieux. Mais pour moi, c'était quelque chose de plus simple. C'était une guérison. Un soir, des mois plus tard, je retournai dans le jardin. Les marguerites avaient fleuri à profusion, leurs pétales blancs brillant sous le soleil couchant. Je m'assis près de sa pierre tombale avec une tasse de thé à la camomille, son préféré. « Je pense que tu aimerais ce que nous avons fait, » dis-je à voix haute, souriant faiblement. L'entreprise prospère de nouveau, mais cette fois pour les bonnes raisons. Et maman et papa, j'hésitais. Ils essaient. Ils ont déménagé dans une petite maison en ville. Maman est bénévole dans une soupe populaire maintenant. Papa aide les start-up locales. Peut-être qu'ils apprennent. Le vent se leva et un seul pétale de marguerite dériva sur mes genoux. Je ris doucement. Oui, je sais. Tu dirais qu'il était temps. Alors que les derniers rayons de soleil s'étiraient sur le jardin, je sentis une chaleur s'installer dans ma poitrine. Pas du deuil, mais de la gratitude. Il ne m'avait pas seulement laissé un empire. Il m'avait laissé une boussole, une façon de vivre. Cette nuit-là, en retournant vers le manoir, je levai les yeux vers le ciel où les nuages s'étaient enfin dissipés. Des étoiles scintillaient faiblement au-dessus de la ligne d'horizon de la ville qui portait son nom, la tour Dubois, brillant d'un éclat doré dans l'obscurité. Pour la première fois, je ne me sentis pas petit en dessous. Je me sentis guidé, car grand-père n'avait pas seulement restauré la dignité de notre famille, il l'avait redéfinie. Il m'a montré que la vraie richesse ne se mesure pas en zéro, mais en moments, les moments tranquilles, où l'on choisit le respect plutôt que le ridicule, l'amour plutôt que le pouvoir. Et bien que le monde se souvienne de Guillaume Dubois comme du milliardaire qui a changé son testament en une nuit choquante, je me souviendrai de lui comme de quelque chose de bien plus grand, l'homme qui m'a appris comment garder mon âme inviolée.